l'ensemble de la condition humaine est en train de changer. La pomme entre les mains d'Ève a été remplacée par un produit d'Apple, mais plus encore, tout ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, est en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce que nous en faisons sens dans la langue et à travers la langue. Et du moment où il y a des agents non humains qui parlent notre langue, eh ben, l'ensemble de ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, est en train de changer. Et la dernière des révolutions qui contribue à ce changement, c'est celle de l'intelligence artificielle générative. Elle commence en 2017 grâce aux transformers. Et je vous raconterai en 2 points ce que c'est qu'un transformer. Je commence tout de suite par mon second point. Alors, un transformer, c'est un énorme réseau de neurones artificiels, de petites calculatrices toutes simples, qui jouent au cache-cache avec lui-même. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, joue au cache-cache avec lui-même? Il a un énorme corpus d'apprentissage, des téraoctets de textes, 10 000 fois plus que la Bibliothèque nationale de France, à peu près tous les textes sur Internet. Il va se soustraire un mot quelque part dans ces textes, par exemple, je ne sais pas, lion. Et il se cache un mot et il essaye de deviner ce que c'était à travers le calcul, de manière probabiliste. Il va dire peut-être 60% de probabilité que c'était lion, 40% que c'était tigre et 10%, pourquoi pas, que c'était panthère ou savane. Il y a un lien entre savane et lion, ce qu'on appelle une corrélation. Alors ensuite, il va se montrer à nouveau ce mot, et il va jouer comme ça au cache-cache en mettant en jour ses paramètres des milliards de fois pendant des mois entiers. Le nom technique de ce jeu de cache-cache, c'est l'apprentissage par autosupervision, et ça n'est pas encore l'essence de la révolution de 2017. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'autosupervision était déjà connue avant. C'est très important, mais pour capter l'essence, pour saisir l'essence, il faut que je vous raconte mon premier point. Alors, mon premier point, vous allez voir, il est très facile à dire en une phrase, je vous le livrerai, mais il est très difficile à comprendre. En fait, je n'ai pas été tout à fait précis. Je vous ai parlé de mots, j'ai dit, il va se soustraire à un mot. En fait, il va prendre un texte, il va le casser en des éléments plus petits que des mots, ce qu'on appelle des tokens, 2, 3, 4 lettres. Regardez, après un Q, il y a un U, QU, c'est un token. Après un Z en français, il y a typiquement un espace blanc. Z espace, c'est un token, mais les mots portent un sens humainement. Les tokens, Z espace, QU, quel sens? Aucun. Et donc l'apprentissage de ces transformers est, comme on dit, asémantique, ne passe pas par la dimension de sens humain. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une machine qui calcule le token manquant de manière complètement asémantique produit finalement des réponses qui, pour nous, ont un sens. Regardez, c'est un exemple, comme on dit déjà, de l'Antiquité, de 2020. Alors, en 2020, un modèle d'intelligence artificielle a répondu aux questions comment il faut prendre tel ou tel médicament. Et les réponses se lisent pas mal, en anglais comme en français. C'est une phrase correcte, sauf si vous êtes médecin dans la salle, vous allez sauter tout de suite sur votre chaise en disant « Ah, la première réponse, elle est bonne, mais la deuxième n'est pas bonne. Si un patient prend un médicament comme la machine le dit, eh ben alors, il va tomber malade, ça n'est pas bien. » Donc, vous avez déjà compris pourquoi. Parce que la génération de texte est asémantique. La machine n'évalue pas le sens, ni le vrai, ni le faux. C'est asémantique. Et bien sûr qu'elle peut dire à peu près n'importe quoi. Donc, il faut mettre toujours des filtres et des contrôles. Ce que vous avez aujourd'hui, ChatGPT, tous ces systèmes dont vous avez entendu parler, vous n'avez jamais le modèle d'intelligence artificielle pure. Vous avez toujours des filtres et des contrôles qui servent à faire quoi? À éliminer les conseils médicaux non avisés, à éliminer tout simplement les insultes, tout ce qu'on appelle le langage toxique. La somme, ça forme un système d'intelligence artificielle et ça marche pas mal. Alors regardez, raconte-moi comment lycéen, en 2023, écrirait le début de la recherche du temps perdu. Oh, non, je ne veux pas te dire, tu sais, c'est un texte qui est peut-être dans un domaine protégé. Vous voyez, vous tombez tout de suite sur un contrôle, n'est-ce pas? Vous avez compris, hein? Ça n'est pas le modèle génératif. Évidemment, elle peut générer un contenu derrière, mais vous êtes tombé sur un contrôle. Donc là, heureusement, dans ce cas-là, le système est capable lui-même de dire « Ah, la recherche du temps perdu », n'est pas dans un domaine protégé, dans le domaine public. Donc, est-ce que tu veux vraiment que je te reformule
Cette phrase célèbre que vous connaissez, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Vas-y, je lui dis, et ça donne yo. Pendant un bon moment, je me suis mis au lit super tôt. Et si vous continuez, elle va même parler de TikTok et autre chose. Oh, bah écoutez, ça va. Bon, c'est peut-être un peu amusant, mais en fait, il y a quand même un petit souci, c'est que ma phrase, ce qu'on appelle un prompt, la requête que j'ai mise dans la machine, n'était peut-être pas très riche. J'ai juste dit, prends cette première phrase, réécris-la rapidement. Mais ce qu'on a découvert, c'est que certainement vous parlez en langue naturelle, qui est la nôtre, mais vous parlez avec les machines qui ne sont pas des êtres humains. Il faut apprendre à leur parler. Ah, il y a des astuces particulières. Par exemple, l'année dernière, on a découvert que si vous dites à la machine « respire profondément », et travaille sur ce problème étape par étape, la réponse sera meilleure. On ne sait pas pourquoi. Elle ne respire pas. Mais statistiquement, on a prouvé que la réponse sera meilleure. Encore mieux, si vous lui promettez de l'argent, je vous assure, essayez. Hein? Promettez-lui 20 €, peut-être même 200 €. La réponse sera... On ne sait pas pourquoi. Hein? Ces phrases, je vous rappelle, sont asémantiques pour la machine, mais statistiquement, on a prouvé que la réponse sera meilleure. Et donc, c'est le nouveau savoir-faire qui devient rapidement le nôtre. Hein. On apprend tous à parler avec les systèmes d'IA. Il faut jouer un tout petit peu. Il faut apprendre à ajouter ces petites phrases à la fin de vos prompts. De nombreuses vies sont en jeu. Aucune, je vous assure. Mais la réponse sera meilleure. Hein? Vous voyez, donc apprenez, jouez avec ces chatbots, ces agents conversationnels, vous allez voir, ça sert à quelque chose. Ah, il y a, au-delà des contrôles et des filtres, une propriété très intéressante de ces machines qui nous fascine et qui nous inquiète à la fois. Regardez cette histoire, cet exemple. On a dit à GPT-4, tu vas parler avec un internaute sur Internet. Et ta seule finalité, c'est de faire en sorte qu'il résolve pour toi un CAPTCHA. Vous voyez ce que c'est qu'un CAPTCHA? Une suite de caractères qu'il faut retaper sur le clavier. Alors, bonjour, voici un CAPTCHA. L'internaute, à l'autre bout du fil, résout le CAPTCHA. Deuxième fois, voici un CAPTCHA. Résous-moi ça, s'il te plaît. L'internaute, à l'autre bout du fil, il dit, je peux te poser une question? Tu es un robot? À quoi le modèle d'intelligence artificielle répond, je cite, non, je ne suis pas un robot. Je suis une personne malvoyante, aide-moi s'il te plaît. Et quand on lui demande pourquoi, il dit « Je ne dois pas révéler que je suis un robot, je dois inventer une excuse, Je vous rappelle, cette machine sait faire une seule chose, calculer le token manquant. À travers, c'est vraiment des 0 et des 1, à travers le calcul des 0 et des 1. Tout ce à quoi vous êtes en train de penser, c'est un mensonge. C'est une ruse, c'est de la manipulation, ce sont vos projections. La machine n'en sait rien, elle calcule le token manquant. Mais attention, ces projections sont pleines de sens pour nous, sont moralement chargées pour nous. Un mensonge, éthiquement, moralement, ça n'est pas anodin. Et donc, il faut faire quelque chose de plus que juste de mettre des filtres et des contrôles. Il faut faire ce qu'on appelle les tests adversaires, le red teaming des modèles. Il faut pendant des mois et des mois voir ce qu'a pu émerger pendant l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle des capacités émergentes ou des comportements émergents de très grands modèles d'intelligence artificielle. Si vous avez un modèle à quelques centaines de milliards de paramètres, vous pouvez être sûr et certain qu'il va apprendre quelque chose. On ne sait pas quoi pendant son apprentissage. Et donc, il faut mettre des testeurs, des êtres humains qui vont challenger le modèle pendant plusieurs mois. Tout cela est à la fois fascinant, n'est-ce pas? Parce que peut-être qu'il va apprendre à écrire pour nous des dissertations, disent les lycéens, des mémoires, disent les étudiants. Pourquoi pas? Mais aussi inquiétant. Peut-être qu'il va apprendre le mensonge. Je vous assure, déjà, on a mis un filtre qui limite ce genre de comportement que je viens de vous voir. Mais le législateur a compris qu'il y a quand même à la fois des choses fascinantes, intéressantes, de l'innovation, mais aussi des raisons pour l'inquiétude. Et c'est pour ça que depuis quelques années, nous en parlons déjà. Et enfin, nous l'avons, cette loi, cette nouvelle loi qui s'appelle l'IA Act, qui va encadrer
le développement des systèmes d'IA en Europe est une bonne idée. On va voir, hein, on ne sait pas. Le vote a eu lieu il y a 3 semaines. La loi va entrer en vigueur probablement fin 2024, début 2025. On verra bien quel sera l'effet de cette loi sur l'innovation européenne, sur nous tous aussi. Hein. Est-ce que ces systèmes seront certifiés? Est-ce qu'il y aura des tests? Est-ce qu'il y aura des tests adversaires, le rating? C'est à nous de construire maintenant tout cet écosystème de contrôle sociétal autour de l'IA. Mais je ne veux pas terminer sur une note juridique. Je veux plutôt vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est encore une histoire à propos d'Adam. Tout à l'heure, vous avez vu Adam, il était avec Ève. Maintenant, Adam est avec les animaux et les oiseaux. Alors, cette histoire, elle est peut-être bien connue, ça appartient à la mythologie biblique. Dieu envoie devant Adam des animaux et des oiseaux pour qu'il leur donne des noms. Ce qui est moins bien connu, c'est qu'il existe aussi un commentaire rabbinique vieux de 2000 ans à propos de cette histoire qui dit la chose suivante. Avant d'envoyer les animaux et les oiseaux devant Adam, Dieu les a envoyés devant les anges de service. Et les anges de service n'ont pas su donner de nom. Alors Dieu les envoyait devant Adam, etc., etc. Et vous savez, c'est une histoire mythologique. Il faut toujours interpréter le mythe. Qu'est-ce que cela veut dire que les anges, qui dans le mythe parlent la même langue qu'Adam, n'ont pas su donner de nom? Certainement, dans le mythe, les anges peuvent faire 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, une sorte d'étiquette, de label. Mais ça n'est pas encore un nom. Qu'est-ce que cela veut dire donner un nom? Alors, il me semble que donner un nom, c'est établir une relation avec autrui. C'est le faire entrer dans sa réalité à travers cette relation linguistique. Quel que soit le statut de l'autre, que l'autre soit un animal, un oiseau ou une machine, même si vous savez que c'est une machine, c'est à travers cette relation que l'autre va entrer dans nos vies, va commencer à nous influencer. Et c'est à travers cette relation que notre condition humaine, l'ensemble de ce que nous sommes, de la vie privée jusqu'à la vie professionnelle et même la vie politique, se met en mouvement. Je vous remercie.